Certains parlent d'un vampire endormi, d'une créature tapie dans les veines sombres de Toulouse, qui ne se réveille que lorsque la ville oublie. L'hiver 1897 avait été rude dans le sud de la France. La garrigue, habituellement sèche et poussiéreuse, était noyée sous une bruine glaciale qui semblait s'accrocher aux branches des cyprès et aux pierres ancestrales. Jules Dumas, un jeune historien toulousain à peine trentenaire, arriva à l'abbaye de Fontfroide au cœur de cette saison humide et silencieuse. Passionné par l'histoire religieuse et les mystères cathares, il avait obtenu, non sans insister, l'autorisation de passer une semaine dans l'abbaye alors inhabitée, pour y consulter les derniers vestiges manuscrits des moines cisterciens. À cette époque, l'abbaye n'était encore qu'un monument oublié, lentement avalé par la végétation et l'oubli. Jules logerait dans une ancienne cellule monastique, sommairement aménagée avec un lit de fer, une lampe à huile et une table de bois. Dès son arrivée, il fut frappé par l'étrange atmosphère des lieux. Tout semblait figé, comme si le temps avait cessé de s'écouler à l'intérieur des murs. Le silence était oppressant, troublé seulement par le vent sifflant à travers les arcades du cloître. Le premier jour, il s'émerveilla des fresques effacées, des livres couverts de moisissures, de la beauté brute de la pierre. Mais à la nuit tombée, une autre sensation s'empara de lui, une lourdeur dans l'air, comme une présence invisible. La première nuit, il crut rêver. Il entendit un léger chant, lointain, presque imperceptible, comme un chœur d'homme murmurant une litanie oubliée. Le son semblait venir du fond de l'abbaye, mais il était trop fatigué pour y prêter vraiment attention. La seconde nuit, ce ne fut plus un murmure, mais un véritable chant grégorien. Lent, profond, solennel. Cette fois, il se leva, enroula sa cape autour de ses épaules, saisit sa lampe et sortit dans le cloître. Le froid le saisit immédiatement. Le chant, lui, continuait, régulier, comme une prière offerte au néant. Puis il les vit. Une procession de moines marchait lentement sous les arcades du cloître. Ils étaient translucides, comme faits de brume, mais leur visage était clair, triste, épuisé. Chacun tenait un cierge qui ne projetait aucune lumière. Ils passèrent à quelques mètres de lui, sans même tourner la tête. Jules, tétanisé, se recula lentement contre un pilier de pierre. Il suivit la procession jusqu'à l'entrée de la salle capitulaire. Là, les silhouettes s'arrêtèrent. Le chant cessa. Le silence retomba brutalement. L'un des moines, plus grand, plus massif, se retourna. Là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'un vide noir, comme un gouffre. Jules voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Le moine fit un pas vers lui. Et tout disparut. Il se retrouva seul dans le cloître. Plus de chants. Plus de moines. Seulement le vent, et le bruit de son cœur battant à tout rompre. Il quitta l'abbaye au petit matin, blême, sans prendre le temps de rassembler ses affaires. Il n'en parla à personne pendant 20 ans. Ce n'est qu'à la fin de sa vie, dans une lettre adressée à un ami archiviste, qu'il décrivit la procession des morts, comme il l'appelait. Il affirma que les âmes des anciens moines, chassés ou massacrés à la Révolution, revenaient chaque hiver refaire leur dernier office. Depuis, d'autres témoignages sont apparus. Des visiteurs affirmant entendre des voix, sentir un souffle glacial au détour d'un couloir, voire apercevoir des ombres dans le cloître, toujours à la tombée de la nuit. Certains pensent que l'abbaye n'est pas hantée. Mais qu'elle se souvient. Qu'elle refuse de laisser mourir ce qu'elle a abrité si longtemps. Et que, pour ceux qui écoutent, elle murmure encore ses secrets. Le château de Montségur, perché à plus de 1200 mètres d'altitude sur un piton rocheux, domine la vallée comme une sentinelle du passé. C'est l'un des lieux les plus chargés d'énergie et de silence du sud de la France. C'est aussi, selon certains, le tombeau d'un secret trop lourd pour l'humanité. En 1244, à la fin du siège le plus sanglant de l'histoire cathare, plus de 200 parfaits, les croyants cathares, refusèrent d'abjurer leur foi et furent brûlés vifs au pied du château. Mais avant cette tragédie,
un petit groupe d'initiés aurait fui la forteresse, emportant avec eux un mystérieux trésor. Personne ne sait s'il s'agissait d'or, de livres interdits, ou d'un artefact ancien au pouvoir mystique. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que depuis, des dizaines, peut-être des centaines, de personnes sont venues fouiller les environs de Montségur. Et que beaucoup ne sont jamais redescendus. L'histoire la plus troublante est celle d'un groupe d'archéologues allemands, venus dans les années 1930 sous prétexte d'études historiques. En réalité, ils étaient liés à une société secrète ésotérique proche du régime nazi, en quête de pouvoir occulte. Ils explorèrent les alentours du POG pendant plusieurs semaines, puis, du jour au lendemain, ils disparurent. Leurs campements furent retrouvés abandonnés, les tentes éventrées par le vent, les journaux noircis de symboles incompréhensibles. Aucun corps, aucun cri. Juste une odeur étrange, comme de l'encens brûlé et du métal chaud. En 1987, un chercheur local du nom de Lucien Miraval tenta de retrouver les traces de ce groupe. Il prétendit avoir trouvé, dans une grotte non loin du site, un passage dissimulé. Selon ses notes, il y entra seul avec une lampe et une corde. Il n'en ressortit jamais. Les secours envoyés sur place retrouvèrent sa corde tranchée nette, à 1 mètre à peine de l'entrée, et ses empreintes de pas s'arrêtant brusquement sur un sol meuble, comme s'il s'était volatilisé. Depuis, une rumeur s'est installée, le trésor cathare serait toujours là, caché dans la montagne. Mais il serait protégé. Pas par des pièges, mais par une malédiction ancienne. Ceux qui le cherchent avec avidité y laissent leur raison ou leur vie. Les gens du coin, eux, ne montent jamais au château de nuit. Ils disent que parfois, quand le vent souffle fort, on peut entendre des voix en occitan ancien. Des lamentations. Et que si l'on reste trop longtemps à écouter, on peut perdre pied et tomber dans le vide. Certains visiteurs racontent aussi avoir vu, depuis les ruines du château, une silhouette blanche observer la vallée. Immobile. Comme une gardienne éternelle. Et si tu demandes au vieux berger ce qu'était ce trésor, il ne parle ni d'or, ni de richesse. Ils répondent simplement, ce n'était pas un trésor qu'il fallait trouver, mais un secret qu'il fallait taire. La première attaque eut lieu en juin 1764, près du village de Langogne. Une jeune bergère, Jeanne Boulet, fut retrouvée morte dans un champ, le cou tranché, la gorge arrachée, le visage à peine reconnaissable. Les habitants pensèrent à un loup. Mais très vite, quelque chose ne colla pas. Les attaques se multiplièrent. Toujours le même schéma, des femmes, des enfants, parfois des hommes seuls, tués avec une violence inouïe, le corps souvent à moitié déchiqueté, mais pas mangé. Des dizaines de témoins affirmèrent avoir vu la créature. Tous la décrivaient comme un loup, mais plus grand qu'un homme, au pelage sombre, avec une sorte de crinière sur le dos, et des yeux rouges. Très vite, la peur gagna les campagnes. On ne sortait plus sans armes. Les paroissiens priaient pour être épargnés. Le roi Louis XV lui-même finit par s'en mêler, envoyant des soldats, des chasseurs professionnels, des pisteurs. Mais rien n'y faisait, la bête tuait, disparaissait dans les forêts, et revenait ailleurs. À partir de 1765, les récits devinrent encore plus étranges. Un garçon de ferme raconta que la créature avait parlé. Pas avec des mots, mais avec une sorte de grognement humain, comme une voix tordue. Une autre survivante, une vieille femme, jura qu'elle avait vu la bête marcher sur 2 jambes, un instant, avant de bondir à 4 pattes dans les bois. On la traita de folle, bien sûr, mais elle mourut quelques semaines plus tard, le cœur arrêté, sans raison apparente. Puis, en 1767, un paysan nommé Jean Chastel tua une énorme bête dans les bois du Mont-Mouchet. On déclara l'affaire close. On exposa le cadavre, un loup immense, c'est vrai. Mais les attaques ne cessèrent pas immédiatement. Elles diminuèrent, puis changèrent de forme. Dans les décennies qui suivirent, plusieurs disparitions furent signalées dans la région, toujours dans les mêmes forêts. Mais on n'en parlait plus. On disait simplement que les bois étaient dangereux. Le silence était devenu la règle. Mais en 2003, un randonneur suisse, passionné d'ésotérisme, disparut dans la forêt du Sauvage. Son sac à dos fut retrouvé, déchiré, à côté de son carnet.
Dans celui-ci, une phrase griffonnée, en majuscule, à moitié effacée par la pluie. Je l'ai entendue hurler, elle est encore là. Depuis, des témoignages réapparaissent, plus rares mais toujours troublants. Des hurlements déchirants entendus au fond des bois. Des empreintes énormes relevées sur des chemins de terre. Une odeur fauve, métallique, que certains sentent avant de s'évanouir de peur. Les habitants de Lozère, ceux qui vivent près des forêts anciennes, ont une règle simple, ne pas s'attarder dans les bois après le coucher du soleil. Car ils savent que la bête n'était peut-être pas un animal. Peut-être même pas une seule créature. Mais quelque chose d'ancien, de sauvage, de plus proche de l'homme qu'on veut bien le croire. Et parfois, la nuit, le vent qui souffle à travers les pins semble porter un cri. Un hurlement rauque, long, presque douloureux. Ceux qui l'ont entendu disent qu'il ne ressemble à rien de connu. Et qu'il donne envie de fuir. Sous la ville fortifiée de Carcassonne, tout le monde sait qu'il existe des souterrains. On les mentionne vaguement dans les visites guidées, comme d'anciens chemins d'évasion médiévaux, ou des voies de communication secrètes. Mais peu de gens savent que certains de ces tunnels sont aujourd'hui mûrement scellés, interdits d'accès. Non pas à cause de leur fragilité, mais à cause de ce qu'on y a trouvé, ou jamais retrouvé. L'histoire la plus célèbre remonte à 1911. 3 jeunes hommes de la ville, des étudiants en architecture fascinés par l'histoire de la cité, décidèrent d'explorer un passage qu'ils avaient repéré dans les anciens plans militaires du XIXe siècle. Il se trouvait derrière une vieille grille de fer rouillé, dans une partie isolée des remparts, là où personne ne s'aventurait jamais la nuit. Ils y descendirent avec des lampes à pétrole, une corde et des provisions pour quelques heures. On les vit entrer en fin d'après-midi. Mais ils ne revinrent jamais. Les secours mirent 2 jours à retrouver l'entrée. La grille était ouverte, mais au sol, on retrouva un carnet imbibé d'humidité. On pouvait à peine y lire une page, tremblante, griffonnée à la hâte. Les murs respirent. Il y a quelqu'un d'autre, nous ne sommes pas seuls. Malgré des recherches approfondies, aucune trace des étudiants ne fut jamais retrouvée. Les galeries s'étendaient sur plusieurs kilomètres, certaines bouchées par des effondrements, d'autres trop étroites pour y passer. Les autorités décidèrent de sceller définitivement l'accès et de classer l'affaire comme accident de spéléologie. Mais les rumeurs ne se turent pas. Un ancien gardien du site affirma, dans les années 1970, avoir entendu des pas dans ces galeries scellées, alors qu'il faisait sa ronde nocturne. Il raconta avoir entendu une voix, très faible, appelée à l'aide, une voix d'homme, rauque, déformée, répétant sans cesse « Je suis là, je suis là ». On le muta après qu'il fut retrouvé, une nuit, prostré dans le musée, incapable de parler. Il ne sortit plus jamais de chez lui, et mourut 2 ans plus tard, les murs de sa chambre couverts de dessins, de tunnels. Aujourd'hui encore, certains habitants de Carcassonne parlent de ces souterrains. On raconte qu'ils ne sont pas tous fermés, que certaines caves dans les quartiers anciens y mènent. Et que ceux qui entendent un courant d'air trop froid, trop régulier, feraient mieux de ne pas suivre son origine. Les anciens disent que ce ne sont pas les morts qui hantent ces tunnels, mais ceux qu'on a oubliés vivants. Et parfois, quand le vent souffle dans les remparts, on entend un long souffle, comme un soupir lointain. Ceux qui l'ont entendu vous diront que ce n'est pas un courant d'air. C'est un appel. C'est la sorcière de la Salvetat, Hérault. Au XVIIe siècle, le village de la Salvetat-sur-Agout vivait encore replié sur lui-même, entre rivières, forêts profondes et traditions ancestrales. Les habitants craignaient plus que tout ce qu'ils ne comprenaient pas, les maladies, les récoltes perdues et les femmes seules qui parlaient aux plantes. Dans une petite maison en lisière de bois, vivait Marianne Delbosque, une guérisseuse que les villageois surnommaient en secret la sorcière aux yeux gris. Elle connaissait les herbes, savait soigner les fièvres, soulager les douleurs, aider les femmes à accoucher quand même le prêtre avait peur d'entrer dans la maison. On l'appelait quand on avait besoin d'elle, mais on la regardait de travers dans la rue. Un hiver, une épidémie toucha le village. Fièvre, toux, convulsions. Les enfants tombaient les uns après les autres. Marianne tenta de préparer des décoctions,
des fumigations, mais rien n'y faisait. Quand le fils du maire mourut à son tour, les soupçons changèrent de cible. Ce n'était plus la maladie, c'était elle. Le curé, influencé par la peur populaire et des sermons enflammés venus de Béziers, déclara que Marianne avait invoqué le démon. Elle fut arrêtée chez elle, au milieu de la nuit, et enfermée dans l'ancienne grange communale. Le procès dura 2 jours. Aucun témoin ne parla en sa faveur. Elle fut condamnée au bûcher. On raconte qu'au moment où le feu fut allumé sous ses pieds, elle n'a pas crié. Elle a fixé la foule, les yeux grands ouverts, et a murmuré quelque chose en occitan. Une phrase simple, mais glaçante. « Vous brûlerez avec moi ». Les flammes montèrent, mais un vent étrange se leva d'un coup, rabattant la fumée sur les spectateurs. Certains s'évanouirent. D'autres dirent avoir vu son visage apparaître dans les flammes, intact, souriant. Et puis tout fut fini. Enfin presque. Depuis cette nuit-là, le village a connu des incendies mystérieux. Toujours au mois de mars. Toujours en pleine nuit. Une grange, un arbre centenaire, une partie de la forêt. Et à chaque fois, les flammes semblaient danser, sans bruit, comme si elles écoutaient quelque chose. En 1982, une institutrice venue de Montpellier s'installa à la Salvetat. Curieuse, elle voulut en savoir plus sur Marianne. Elle trouva dans les archives municipales une page brûlée, datant de 1661, avec quelques mots en latin mêlés à de l'occitan. La veille de l'équinoxe, elle déclara à ses élèves qu'elle comptait retrouver l'endroit exact du bûcher. Le lendemain, son chalet était en cendres. Elle, on la retrouva au bord de la rivière, indemne, mais incapable de parler. Elle griffonnait sans arrêt la même phrase. « Je l'ai vue. Elle n'a pas vieilli. » Aujourd'hui encore, les habitants de la Salvetat ferment leurs fenêtres les nuits de grand vent. Les plus vieux déposent du sel au coin de leur maison, par précaution. Et parfois, dans la forêt, on croit apercevoir une silhouette drapée dans une cape noire, penchée sur des herbes, comme si le temps n'avait pas réussi à l'arrêter. Les anciens disent, on a brûlé la femme. Mais pas son regard. La forêt de Bouconne est un des derniers grands massifs boisés du secteur toulousain. C'est un lieu prisé des promeneurs, des familles, des cyclistes en journée. Mais depuis plusieurs décennies, une série d'événements étranges entoure ces bois, comme un voile qu'on préfère ignorer. La légende la plus connue date de 1976. Un groupe de scouts venus de Blagnac campait dans une clairière isolée. Il faisait beau, tout allait bien, jusqu'à la 2e nuit. L'un des jeunes, Hugo, âgé de 14 ans, sortit de sa tente pour aller aux toilettes, et ne revint jamais. Ils le cherchèrent toute la nuit. Les secours fouillèrent la forêt pendant 3 jours. Aucun bruit. Aucune trace. Rien. Sauf un détail glaçant, au bord du sentier qu'il avait emprunté, on retrouva 2 empreintes de pieds nus, anormalement grandes, et à côté, des griffures dans la terre, comme si quelqu'un, ou quelque chose, avait été traîné. L'affaire fut classée comme disparition inexpliquée. Mais elle fut la première d'une longue série. Depuis les années 80, plusieurs randonneurs solitaires ont disparu ou été retrouvés dans un état de choc profond, incapables d'expliquer ce qui leur était arrivé. Les témoignages varient, mais certains éléments reviennent souvent, des lumières flottantes entre les arbres, des sons métalliques et, surtout, une sensation d'être observé. Une femme, retrouvée à Gardes près d'un sentier en 1998, répétait sans cesse. Ce n'était pas un animal, c'était debout, et ses yeux, il n'était pas humain. Certains habitants parlent d'une présence qui habiterait la forêt. Pas un esprit au sens classique, mais une entité ancienne, liée au sol, aux racines, aux arbres eux-mêmes. Un homme du coin, un vieux forestier, racontait que la forêt avait une mémoire. Et que si on la dérangeait, elle répondait. Il disait aussi que certains arbres changeaient de place la nuit, lentement, comme s'ils se rapprochaient de vous. En 2011, une enquête non officielle menée par un groupe d'ufologues affirma avoir détecté un champ magnétique anormal au centre d'un bosquet, là où plusieurs appareils électroniques s'étaient mystérieusement éteints.
Le groupe déclara avoir vu une forme brumeuse se déplacer entre les troncs à une vitesse irréaliste. Ils prirent des photos. Sur l'une d'elles, floue, on distingue en effet 2 lueurs jaunes suspendues à 2 mètres du sol, comme des yeux dans le noir. Mais le plus troublant, c'est ce qu'ils ont entendu en repartant, un cri. Un hurlement long, rauque, inclassable. Pas humain. Pas animal. Quelque chose entre les deux. Aujourd'hui encore, la forêt de Bouconne est belle, paisible, en apparence. Mais la gendarmerie a noté que plus de 15 disparitions y ont été enregistrées en un demi-siècle, un chiffre anormal pour une forêt aussi surveillée. Et toujours dans la même zone. Quand on demande aux anciens du village voisin ce qu'il faut faire si on se perd dans Bouconne, ils répondent toujours la même chose. Surtout, ne t'arrête pas. Même si tu entends ton prénom. Le château de Foix, forteresse imprenable du Moyen Âge, fut longtemps le siège du pouvoir des comtes de la région. C'était une place de guerre, mais aussi un lieu d'intrigue, d'alliances secrètes, de trahison. L'un des épisodes les plus sombres de son histoire se déroule à la fin du XIIIe siècle, sous le règne du comte Gaston de Foix, un homme redouté pour son tempérament explosif et sa jalousie maladive. Gaston avait épousé une jeune noble venue du Nord, Aliénor de Castelnau, connue pour sa beauté et son érudition. Elle passait des heures à lire dans les jardins suspendus du château, à écouter les troubadours, à écrire des poèmes. Très vite, des rumeurs naquirent, elle aurait été proche, trop proche, d'un chevalier de la garde du comte, un certain Arnaud de Serres. Un soir d'hiver, alors que les neiges fermaient les routes vers les vallées, Gaston fit appeler Arnaud dans la salle des gardes. Nul ne sait exactement ce qu'il se passa, mais le lendemain, le chevalier avait disparu. On parla de désertion. Aliénor, elle, se mura dans le silence, refusant de manger, de dormir, de parler. Jusqu'au jour où elle fut retrouvée, vêtue de blanc, debout sur les remparts, regardant la vallée d'un air vide. Elle sauta. Depuis cette nuit, les légendes ont fleuri. On dit que Gaston fit sceller une pièce dans les fondations du château, où il aurait fait emmurer vivant le chevalier. Certains pensent que ces hurlements se faisaient entendre à la nuit tombée, jusqu'à ce que la pierre le fasse taire à jamais. Mais le château, lui, n'a jamais oublié. Des siècles plus tard, au XIXe siècle, un gardien du musée nouvellement installé dans le château affirma avoir vu, par un soir de pleine lune, une silhouette féminine vêtue de blanc, debout sur le rempart nord. Lorsqu'il s'approcha, elle disparut dans les airs, comme emportée par le vent. D'autres visiteurs parlent de portes qui claquent sans raison, de bruits de pas dans les escaliers alors qu'ils sont seuls, d'un parfum de lavande qui flotte dans certaines salles, la même que portait Aliénor, selon les archives du château. Certains racontent avoir entendu une voix chuchoter. Je l'attends encore. En 1993, un groupe d'archéologues voulut explorer les sous-sols interdits du château. Ils découvrirent un passage muré, bien plus ancien que les autres, caché derrière une cloison. Une pierre semblait avoir été déplacée récemment. L'un des membres de l'équipe, un homme pourtant réputé rationnel, fit une crise de panique en posant la main dessus. Il hurlait qu'il y avait quelque chose de vivant, enfermé derrière, avant de s'évanouir. Depuis, cette pièce est à nouveau scellée. Aucun guide n'en parle. Mais si tu viens visiter Foix un soir de brume, et que tu lèves les yeux vers les tours, tu pourrais voir une silhouette blanche, toujours au même endroit, toujours immobile. Et si tu tends l'oreille, tu pourrais entendre une voix portée par le vent. « Arnaud, tu m'as oublié. » Personne ne sait exactement quand le puits a été creusé. Certains disent qu'il date du Moyen Âge, d'autres pensent qu'il est bien plus ancien, vestige d'un sanctuaire païen oublié. Ce qu'on sait, c'est qu'il est là, à l'orée d'un ancien sentier abandonné, à une centaine de mètres des murailles de Najac. On l'appelle le puits du diable depuis qu'un moine, en 1312, y aurait jeté un homme accusé de sorcellerie, ligoté, avec une pierre attachée au pied. Le moine aurait entendu un cri, mais pas de bruit d'impact. Pas d'eau. Rien. Depuis ce jour, le puits a mauvaise réputation. Au fil des siècles, plusieurs disparitions y ont été liées.
En 1768, 2 enfants du village, partis jouer près des bois, ne revinrent jamais. On retrouva leurs petites sandales près du puits, et un dessin grossier gravé dans la pierre, une silhouette cornue, tenant la main d'un enfant. En 1954, un étudiant en géologie venu de Rhodes descendit en rappel pour mesurer la profondeur. Il avait une lampe frontale, un dictaphone et un carnet. Il ne remonta jamais. Les secours retrouvèrent la corde tranchée nette à 6 mètres sous le rebord. Et sur le dictaphone, resté accroché à un rocher, un enregistrement de voix murmurée dans une langue inconnue. Un linguiste consulté affirma que c'était de l'occitan archaïque, mais qu'il ne pouvait en déchiffrer qu'un mot. Ramène-les. Depuis, le puits est grillagé. Mais certains jeunes du coin s'y aventurent encore, par bravade. Et de temps en temps, on raconte qu'un chien refuse d'approcher. Qu'un portable s'éteint en s'en approchant. Ou qu'un promeneur, seul au crépuscule, entend son nom venir du fond du puits, prononcé avec la voix de sa propre mère. Les anciens racontent qu'il ne faut jamais regarder trop longtemps dans le puits. Que si tu t'y penches, il ne reflète pas ton visage, mais ce que tu as fait, ou ce que tu caches. Une vieille femme, qui habite encore près de là, dit qu'elle y a vu son mari après sa mort, en train de l'appeler. Elle ne parle plus beaucoup depuis. Quand le vent souffle dans la gorge du puits, on dit que ça ressemble à une voix. Une très vieille voix. Une voix qui connaît ton nom. La grotte de Lombrive est un dédale souterrain situé non loin d'Ussat, en Ariège. On y trouve des galeries immenses, des salles dont les plafonds dépassent 30 mètres de haut, et des passages si étroits qu'il faut ramper pour passer. Un lieu chargé d'histoire, refuge de cathares en fuite, site druidique selon certains, et nécropole oubliée selon d'autres. Mais une légende locale raconte qu'un groupe d'enfants y est entré un jour, et n'en est jamais ressorti. C'était en 1961. 5 enfants du Salébin, âgés de 8 à 11 ans, jouaient près de l'entrée de la grotte. L'été battait son plein, les familles étaient occupées aux champs. Ils décidèrent de s'aventurer dans les galeries principales. À l'époque, la grotte n'était pas encore sécurisée comme aujourd'hui. Les couloirs étaient ouverts, sauvages. Ils étaient censés jouer à cache-cache. Ils ne sont jamais revenus. Les recherches mobilisèrent tout le village pendant une semaine. On explora les galeries, on cria leur nom dans chaque couloir. Rien. Pas même un écho. Le plus étrange fut ce que les spéléologues affirmèrent ensuite, à plusieurs reprises, en explorant une section plus profonde de la grotte, ils entendirent des rires d'enfants. Très nets. Très proches. Mais à chaque fois qu'ils s'en approchaient, le son s'éloignait, jusqu'à disparaître complètement. En 1980, un explorateur suisse passionné de mystère passa 3 jours dans la grotte, seul, avec un enregistreur. Il affirma avoir entendu une comptine en occitan ancien, chantée par plusieurs voix d'enfants, écho perdu dans la pierre. Il la nota dans son carnet avant de disparaître lui aussi, dans une galerie qui s'est depuis effondrée. La comptine disait ceci: 3 pas dans l'ombre, un pas vers la mer, celui qui écoute ne verra plus la lumière. Certains pensent que les enfants ont trouvé un passage secret, une salle cachée, et s'y sont perdus à jamais. D'autres, les plus superstitieux, disent que la grotte choisit ce qu'elle garde. Qu'elle est un ancien sanctuaire, habité par quelque chose qui se nourrit du rire, du jeu, de l'innocence. Depuis, des témoins affirment avoir entendu des rires dans les profondeurs. Des pas légers qui s'arrêtent quand on les remarque. Une voix d'enfant qui dit simplement « Tu veux jouer avec nous ?» Et parfois, très rarement, on retrouve une petite empreinte de pieds nus, fraîche, sur une paroi pourtant inaccessible. La grotte est aujourd'hui surveillée, balisée. Mais certains guides locaux refusent d'emmener des groupes dans certaines galeries, surtout quand un enfant est parmi eux. Et à ceux qui demandent pourquoi, ils répondent juste « parce qu'ils cherchent un copain ». Le lac du Salagout n'a été créé qu'en 1969. À l'origine, il s'agissait d'un projet de barrage pour réguler les eaux, irriguer les terres. Mais pour y parvenir, on a dû inonder plusieurs hameaux isolés.
Le plus connu s'appelait Sella, un petit village rural que l'on a déplacé de force, pierre après pierre, mais jamais totalement vidé. Car au moment de l'évacuation, une jeune femme du nom de Mireille Gasque, fille du dernier berger de Sella, disparut sans laisser de traces. Elle avait 19 ans. Belle, réservée et amoureuse d'un jeune ouvrier venu travailler sur le chantier du barrage. On raconte qu'elle refusait de partir. Qu'elle disait que son âme appartenait à cette terre rouge. Qu'elle entendait, la nuit, le sol pleurer sous ses pieds. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était au bord du chantier, en robe blanche, les pieds nus dans la boue, regardant l'eau monter lentement. Certains disent qu'elle s'est noyée volontairement. D'autres qu'elle est tombée. Une seule chose est sûre, on n'a jamais retrouvé son corps. Mais depuis la mise en eau du lac, les témoignages se sont accumulés. Des pêcheurs disent avoir vu, au petit matin, une femme debout sur l'eau, immobile, regardant la rive. Quand ils approchent, elle disparaît. Des campeurs affirment avoir entendu des pleurs venant du lac, par nuit calme, comme une plainte, toujours sur la même fréquence, toujours la même mélodie. D'autres encore racontent avoir vu une forme pâle, sous la surface, les bras ouverts comme pour attraper ou entraîner. Mais le plus étrange reste l'histoire de ce plongeur amateur, en 2004, qui explora les restes de l'ancien village englouti. Il raconta qu'au fond du lac, dans ce qui reste d'une église submergée, il vit un autel brisé, et devant, une silhouette assise, les cheveux flottant comme des algues, qui se tourna vers lui. Il remonta à la surface en hurlant. Ses bouteilles étaient pleines, mais il ne voulut jamais replonger. Il raconta que les yeux de la noyée étaient ouverts, et qu'elle pleurait de l'eau noire. Depuis, les gens du coin la surnomment simplement la noyée. Certains déposent des fleurs au bord du lac, près des ruines qui réapparaissent parfois en période de sécheresse. Et ils disent qu'à la pleine lune, si tu regardes bien l'eau, tu peux voir ton reflet s'effacer, remplacé par le sien. Et dans ce reflet, elle t'appelle. L'hôpital de la Grave, reconnaissable à son dôme qui surplombe la Garonne, est un symbole de Toulouse. Ce que peu savent, c'est qu'il fut pendant des siècles un lieu d'isolement pour les pestiférés, les incurables, les oubliés. Ceux qu'on enfermait et qu'on laissait mourir. Au XVIIIe siècle, une épidémie de peste particulièrement virulente frappa la région. Les autorités, débordées, transformèrent une aile de l'hôpital en zone de quarantaine totale. C'est dans cette aile qu'aurait travaillé un médecin, dont le nom s'est perdu avec le temps, mais dont la silhouette a traversé les siècles, le médecin au masque rouge. On disait qu'il avait créé un traitement à base de saignée et de plantes rares. Qu'il entrait seul dans les chambres des mourants. Qu'il ressortait toujours sans tache, sans émotion, tandis que les cris s'éteignaient un à un. Certains pensaient qu'il tentait de sauver. D'autres, qu'il expérimentait. Puis un jour, le silence. On retrouva l'aile entièrement vide. Plus de patients. Et dans une chambre du fond, la porte barricadée, le médecin, gisant au sol, son masque brisé, et un mot écrit avec du sang sur le mur. Il n'était pas mort. L'aile fut murée. Fermée à jamais. Mais au XXe siècle, pendant des travaux de rénovation, une équipe d'ouvriers retrouva l'accès. Ils ouvrirent la porte. Ce qu'ils trouvèrent les marqua à vie, les murs couverts de griffures. Des lits rouillés, encore sanglants. Et surtout, au centre de la pièce, sur le sol, une empreinte, parfaitement dessinée, comme un masque vénitien, mais fait de sang séché. Ils tentèrent de la nettoyer. Rien n'y fit. L'empreinte revenait toujours, même repeinte, même poncée. Depuis ce jour, la pièce fut refermée. Mais les agents de sécurité affirment que, certaines nuits, l'alarme se déclenche seule. Qu'une lumière rouge vacille dans la fenêtre de cette salle, alors qu'aucun courant ne passe par là. En 2017, une étudiante en médecine, fascinée par cette histoire, réussit à pénétrer la pièce avec une caméra. Sur l'enregistrement, on la voit marcher, explorer, puis se figer. Elle regarde quelque chose hors champ et murmure simplement « Il me regarde ». L'image se brouille ensuite. On la retrouva inconsciente dans le couloir,
le visage couvert de griffures, en forme de masque. Aujourd'hui, les employés de l'hôpital ne parlent pas de cette aile. Certains disent qu'il y a encore des bruits de pas, des gémissements étouffés, des ombres derrière les vitres opaques. Et la légende dit que le médecin n'est pas parti. Qu'il cherche encore ses patients. Ou qu'il attend le prochain. Le canal du Midi, patrimoine mondial de l'UNESCO, relie Toulouse à la Méditerranée. C'est une œuvre d'ingénierie magnifique, bordée de platanes et de silence. Mais depuis plusieurs décennies, une série de disparitions inexpliquées a été recensée tout le long du tronçon toulousain, surtout entre le pont des Demoiselles et le port Saint-Sauveur. La police parle de fugues, de suicides, d'accidents. Mais les riverains, eux, murmurent autre chose. Les premiers cas remontent aux années 1970. Un homme de 42 ans, professeur de musique, disparaît lors de sa promenade quotidienne. Sa femme raconte qu'il entendait des voix le long du canal, toujours à la même heure, juste après le coucher du soleil. On ne retrouva jamais son corps. Puis ce fut une joggeuse. Puis un jeune livreur. Toujours des gens seuls. Toujours par temps calme. Mais la disparition la plus troublante est celle de Lucie Néron, 17 ans, en 1998. Une lycéenne brillante, sans problème particulier. Un soir de juin, elle part faire un tour de vélo le long du canal. Elle n'est jamais rentrée. Son téléphone fut retrouvé au bord de l'eau, encore chaud. Et à côté, dans la terre humide, des empreintes de pas, qui allaient vers l'eau, mais ne revenaient jamais. Sa mère reçut un message vocal quelques jours plus tard. Un bruit de fond indistinct. Puis, une voix faible, déformée par l'eau et la distance, disant seulement « Je suis là, en dessous, c'est froid ». L'enquête conclut à un appel malveillant. Le dossier fut classé. Mais les témoignages continuèrent. Des passants disent entendre, certaines nuits, le bruit de pas sur la berge, alors que personne ne marche. Des cyclistes affirment avoir vu des silhouettes immergées dans le canal, immobiles, les yeux ouverts. Quand ils s'arrêtent pour regarder, il n'y a plus rien. En 2014, une caméra de surveillance installée à hauteur du port capta, vers 3 heures du matin, une forme sortir lentement de l'eau s'agenouiller sur la berge puis s'évanouir dans l'air, comme de la brume. La vidéo fut effacée dans les 48 heures. Officiellement, pour dysfonctionnement. Aujourd'hui, on continue à se promener le long du canal. À faire du footing. À lire un livre sur un banc. Mais les anciens évitent la promenade à la tombée du jour. LS disent que le canal a été creusé dans la terre et dans le silence des morts. Et que ceux qui y ont disparu n'y sont pas tombés, ils ont été appelés. Alors si un soir, vous entendez votre nom murmurer sur l'eau, même si vous êtes seul, ne répondez pas. Et surtout, ne regardez pas votre reflet. On pense souvent à la bête du Gévaudan, mais la bête de Nîmes, elle, n'a rien à lui envier. Elle n'a pas de nom officiel, pas d'histoire médiévale écrite dans les livres. Seulement des témoignages. Des récits fragmentés. Et des carcasses. Tout commence dans les années 1960, dans les collines entre Nîmes et Uzès. Des éleveurs commencent à retrouver leurs moutons massacrés, mais de manière inhabituelle, la gorge arrachée, mais la carcasse intacte. Pas de sang au sol. Pas de traces de loup, ni de renard. Rien. Et toujours la même scène, les yeux des bêtes ouverts, figés dans l'horreur. Au début, on accuse des chiens errants. Puis un déséquilibré. Mais un soir doux, un berger voit quelque chose. Il le décrit comme une créature, plus haute qu'un homme, à 4 pattes, le dos bossu, la gueule fendue et les yeux, jaunes comme de lune. Il tire. 3 fois. La chose recule, grogne, mais ne tombe pas. Elle s'enfuit dans la garrigue en poussant un cri inhumain, mélange de grognements et de plaintes. La nuit suivante, son chien disparaît. Le berger quitte la région 2 jours plus tard, sans un mot. Dans les années 80, la bête revient. Des témoins affirment avoir vu une silhouette debout près d'un mas abandonné.
Un cycliste, en 1987, jure avoir croisé un loup à visage humain sur une petite route de campagne. Il chute, se blesse, mais dit que la chose est simplement restée là, à le regarder, avant de disparaître dans un champ d'oliviers. En 1995, un photographe amateur place des caméras nocturnes dans une zone isolée, au nord de Nîmes, après la disparition de plusieurs chèvres. Sur une vidéo devenue presque légendaire dans les forums spécialisés, on voit brièvement une forme passer à toute vitesse, une masse sombre, courbée, se déplaçant sans bruit, avec une queue anormalement longue. La vidéo dure 4 secondes. Elle n'a jamais été expliquée. Mais le plus troublant reste ce qu'ont rapporté 2 enfants, en 2009, jouant près d'un ancien puits abandonné au coucher du soleil. Ils affirment avoir vu une silhouette se hisser lentement du puits, rampant, avant de se dresser sur 2 jambes. Elle respirait fort, comme un animal fatigué. Mais elle nous regardait, comme un homme fâché. Les enfants hurlent et fuient. Quand les gendarmes arrivent, le puits est vide. Mais les pierres autour sont griffées. Depuis, la région de Nîmes a connu des périodes de calme et de réveil. Des promeneurs qui disparaissent. Des chiens qui refusent de passer dans certains bois. Des hurlements, la nuit, qu'aucun vétérinaire ou chasseur ne peut identifier. Les anciens disent qu'il ne faut pas regarder dans les yeux de la bête. Qu'elle lit en vous. Qu'elle se nourrit de vos peurs. Et que si vous entendez 2 coups secs dans la nuit, ce n'est pas un chasseur. C'est qu'elle vous a vu. On l'appelle simplement la Maison Blanche, bien que sa peinture est virée au gris depuis longtemps. Elle se dresse à la sortie de Bruissant, à l'écart des lotissements modernes. Construite dans les années 50, elle appartenait à une famille parisienne venue s'installer dans le sud après la guerre, les Delmas. Ils étaient 5, les parents, 2 garçons et une petite fille. On les voyait peu au village, mais on savait qu'ils vivaient modestement. Le père, ancien professeur de sciences, avait des habitudes étranges. Il ne sortait que la nuit, observait les étoiles avec un vieux télescope, et interdisait à ses enfants de jouer ailleurs que dans le jardin clos. Puis, un jour de juillet 1968, tout s'arrêta. Un voisin, intrigué de ne plus voir les enfants, frappa à la porte. Personne ne répondit. Il entra, la maison était vide. Les lits faits. Le dîner servi sur la table. Une radio grésillait dans le salon. Aucun signe de lutte, ni de départ précipité. Et sur le miroir de la salle de bain, écrit en buée. Ils sont venus les chercher. Les recherches ne donnèrent rien. Pas un corps, pas une trace. La maison fut mise sous scellé, puis abandonnée. Mais les phénomènes commencèrent presque aussitôt. Des promeneurs racontèrent avoir vu des lumières s'allumer dans la maison, alors qu'elle était déconnectée du réseau électrique. D'autres affirmaient entendre des voix d'enfants, des rires brefs, ou le bruit de la balançoire, grinçant alors qu'il n'y avait pas de vent. Un couple tenta d'y habiter en 1981. Ils repartirent au bout de 3 nuits. Selon leurs témoignages, les murs respiraient, ils disaient sentir la maison bouger doucement, comme si elle retenait sa respiration. Et chaque nuit, à la même heure, 3h17, quelqu'un frappait à la porte de l'intérieur. La maison est désormais barricadée, mais les jeunes du coin défient parfois la peur pour y entrer. Un d'entre eux, en 2009, jura avoir vu une silhouette d'enfant assise dans l'escalier, lui faisant signe d'approcher. Lorsqu'il leva sa lampe, l'enfant n'avait pas de visage. Depuis, personne ne reste plus de quelques minutes à l'intérieur. Les anciens racontent une autre version. Ils disent que le père d'Elma avait ouvert quelque chose, un passage, un trou dans le ciel ou dans la réalité. Qu'il observait bien plus que les étoiles. Et qu'un soir, la maison a été traversée, emportant tout avec elle. Mais la structure est restée. Et parfois, très tard dans la nuit, on voit des ombres dans les fenêtres. Pas les ombres du passé. Des ombres qui bougent. Des ombres qui regardent. L'abbaye de Moissac, fondée au VIe siècle, fut pendant longtemps un haut lieu de spiritualité,
d'art et de pouvoir. Comme dans toutes les grandes institutions religieuses de l'époque, les intrigues n'étaient jamais bien loin de la foi. L'histoire du moine sans tête remonte au XIVe siècle, à une époque où l'abbaye était aussi un centre de pouvoir politique. Le moine en question, frère Armand, était connu pour son intégrité, mais surtout pour savoir trop de choses. Il aurait découvert que plusieurs dignitaires ecclésiastiques détournaient les dons des pèlerins. Il aurait menacé de tout révéler à l'évêque de Cahors. Il ne le fit jamais. Un matin d'automne, on le retrouva dans le cloître, décapité. Son corps parfaitement aligné le long des colonnes, les bras croisés sur la poitrine. Sa tête, elle, ne fut jamais retrouvée. On dit que les autres moines organisèrent des messes silencieuses, et que le nom de frère Armand fut rayé des archives. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais la nuit suivante, les ennuis commencèrent. Un jeune novice de l'abbaye affirma avoir vu une silhouette encapuchonnée traverser le cloître à l'aube. Elle avançait lentement, mais sans tête sous la capuche. Et elle tenait quelque chose entre les mains, un calice plein de sang. Depuis ce jour, la rumeur d'un moine sans tête tente Moissac. Plusieurs témoignages ont ressurgi au fil des siècles. Un visiteur au XIXe siècle fit un malaise dans le cloître après avoir senti une présence glaciale juste derrière lui. En 1958, un archéologue italien s'évanouit en tombant nez à nez avec une forme noire flottant au-dessus du sol, sa cape soulevée par un vent invisible. Il parla aussi d'un murmure. « Où est ma voix ? Où est ma voix ?» En 2001, un groupe de touristes en visite nocturne, à l'époque une animation expérimentale, dut être évacué après qu'un guide, pourtant habitué des lieux, fondit en larmes, disant avoir vu un homme sans visage le fixer depuis une colonne sculptée. Depuis, aucune visite nocturne n'est autorisée dans l'abbaye. Certains affirment que la tête du moine aurait été scellée dans les fondations du cloître, pour l'empêcher de dénoncer ses frères même après la mort. D'autres pensent qu'il est toujours là, à chercher sa tête, incapable de quitter les lieux tant que justice ne sera pas faite. Et si tu passes par Moissac un jour d'hiver, que la brume tombe sur les pierres et que les couloirs sont vides. Écoute bien. Tu pourrais entendre des pas, très lents, très lourds. Mais sans bruit de respiration. Et si tu sens un souffle glacé sur ta nuque, surtout, ne te retourne pas. Car il ne peut pas te voir. Mais toi, tu pourrais le voir. Le pic du Midi, perché à 2877 mètres d'altitude, est un des lieux les plus spectaculaires de France. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques y observent les astres, capturant des images du Soleil, de la Lune, de galaxies lointaines. Mais tous les astronomes qui y ont travaillé ne gardent pas seulement le souvenir de constellations. Il y a aussi le souvenir de l'homme en noir. Les premiers récits datent des années 1930. À l'époque, des chercheurs et techniciens passaient des semaines entières sur place, coupés du monde, souvent seuls dans l'immensité du bâtiment battu par les vents. L'un d'eux, un certain docteur Lassalle, aurait mentionné dans son journal un visiteur nocturne, debout sur la passerelle nord, toujours là avant que le brouillard ne monte. On pensa d'abord à une hallucination due à l'altitude. Mais plusieurs autres témoignages suivirent, sur des décennies, tous décrivant la même chose, un homme grand, entièrement vêtu de noir, manteau long jusqu'aux chevilles, un chapeau à large bord, le visage invisible. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, mais regardait toujours dans la même direction, vers le vide. À chaque apparition signalée, un événement météorologique extrême suivait dans les heures qui venaient, tempête soudaine, rafale meurtrière, neige imprévue. Les techniciens finirent par le surnommer le messager du vent. En 1972, un astronome fut retrouvé en état de choc, assis dehors, par moins 10 degrés Celsius, sans manteau. Il répétait en boucle. Il était là, il m'a regardé, je l'ai vu se fondre dans les nuages. Des caméras furent installées. En 1986, une bande vidéo montra une silhouette sombre, apparaissant pendant 3 secondes au bord du bâtiment principal. Les scientifiques, troublés, ne purent expliquer la présence, aucun badge ne signalait d'entrée, et les capteurs n'avaient rien enregistré. Mais l'histoire la plus connue reste celle de 2009.
Une photographe venue faire un reportage passa la nuit au pic. Au milieu de la nuit, elle sortit pour prendre une photo du ciel malgré les rafales. Elle vit quelqu'un au loin, debout au bord de la plateforme. Elle le photographia, pensant à un collègue. Mais au retour, elle apprit qu'elle était seule sur le site avec un ingénieur qui dormait profondément dans sa chambre. Sur la photo, floue mais nette, on distingue une silhouette droite, manteau flottant dans le vent, et 2 points blancs là où les yeux auraient dû être. Depuis, certains employés refusent de sortir seuls la nuit. Les guides évitent le sujet, mais les anciens disent que le fantôme du pic du Midi est un avertissement. Une âme oubliée? Un esprit des montagnes? Une projection d'un passé tragique? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, quand il apparaît, il faut rentrer. Et vite. L'ancienne prison de Béziers a été construite au XIXe siècle, sur les ruines d'un bâtiment plus ancien encore, utilisé sous la Révolution comme lieu de détention et d'exécution. On y enfermait voleurs, meurtriers, opposants politiques, mais aussi ceux que l'on voulait faire disparaître. Sans procès. Sans trace. Lorsque la prison a été fermée dans les années 1960, elle était déjà connue des habitants comme un lieu à ne pas approcher. Trop de cris, trop de légendes. Trop d'ombre aux fenêtres, visibles même quand les cellules étaient vides. Le bâtiment fut muré. Puis oublié. Ou presque. Car à partir des années 80, des jeunes s'y aventurèrent, en cachette. Urbex avant l'heure. Certains racontaient que dès l'entrée, l'air devenait lourd, difficile à respirer, comme si quelqu'un vous observait. Mais un groupe de 3 adolescents, en 1984, en est sorti profondément marqué. L'un d'eux, Marc, ne parla plus jamais. Les 2 autres racontèrent la même chose, sans jamais se contredire. Ils avaient entendu, derrière une porte scellée, des cris. Pas des cris de douleur. Des hurlements de rage, inhumains, presque bestiaux. Ils pensaient d'abord à une bande rivale venue leur faire peur, jusqu'à ce qu'ils réalisent que la voix appelait par leur prénom. La nuit suivante, l'un d'eux fit un cauchemar. Il revit les couloirs, et une silhouette, recroquevillée dans une cellule, aux yeux vides, qui grattait les murs avec ses ongles ensanglantés. Il se réveilla couvert de griffures, sur les bras et la poitrine. Aucune explication. Les médecins parlèrent de somnambulisme. Mais lui, il jura qu'il avait ramené quelque chose avec lui. En 1997, un projet de réhabilitation fut lancé, transformer la prison en centre culturel. Les ouvriers commencèrent les travaux, mais après quelques jours, tous refusèrent de revenir. Pourquoi? Ils avaient entendu des pas au plafond, alors qu'il n'y avait pas d'étage. Et dans une cellule, ils retrouvèrent un mur fraîchement griffé, avec des marques profondes, encore humides. Pourtant, personne n'avait accès au site. Et personne n'avait de clé pour cette pièce. Le chantier fut abandonné. Depuis, la prison est à nouveau fermée. Un lieu que même les plus courageux évitent à la tombée de la nuit. Certains disent qu'on entend encore des cris étouffés, par grand vent, comme si les pierres elles-mêmes pleuraient. D'autres affirment avoir vu, derrière les barreaux d'une cellule, une ombre immobile, aux yeux luisants, qui ne disparaît jamais, même si on la fixe. Les anciens disent que ce ne sont pas les morts qui crient. C'est ce qu'on leur a fait. Le miroir du diable est une étendue d'eau claire et profonde, nichée entre les roches calcaires, à l'entrée du canyon de l'Hérault. L'endroit est magnifique, l'eau y est immobile, parfaitement lisse, comme un miroir. Et c'est justement ce qui trouble. Selon la légende, ce miroir d'eau aurait été créé par le diable lui-même, en colère contre saint Guilhem, le moine fondateur du village, pour avoir installé une abbaye dans ce lieu sacré. Incapable de le vaincre directement, il aurait alors creusé une cuvette dans la roche et juré que tous ceux qui viendraient s'y mirer y verraient non pas leur visage, mais leur propre mort. Une vieille histoire, sans doute. Mais les incidents autour du miroir n'ont jamais cessé. Au XIXe siècle, un jeune homme du coin, Jean Rouby, fut retrouvé noyé dans le bassin.
Officiellement, il s'était baigné seul et avait perdu pied. Mais sa fiancée affirma qu'il lui avait confié, quelques jours avant, avoir vu une scène étrange dans l'eau. Une version de lui-même, allongé, les yeux ouverts, sous la surface. Il avait dit « Je crois que je me suis vu mort ». Depuis, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu des images différentes dans le miroir. Un couple de randonneurs en 1975 y aurait vu une main pâle sortir lentement de l'eau, avant de disparaître sans provoquer la moindre ondulation. En 1992, une femme âgée jura avoir aperçu dans le reflet sa propre tombe, avec son nom, sa date de naissance et une date de mort gravée, le lendemain. Elle mourut d'un arrêt cardiaque dans la nuit. Mais le plus célèbre témoignage vient de 2008. Un photographe professionnel venu capturer la lumière du matin fit une série de clichés en pose longue au bord du miroir. En rentrant chez lui, il découvrit que, sur chaque photo, une silhouette sombre, humanoïde, se tenait derrière lui bien que personne ne l'ait accompagné. Il crut à un bug. Jusqu'à ce qu'il remarque que la silhouette rapprochait sa main à chaque image. Sur la dernière, elle était posée sur son épaule. Il brûla les photos et ne toucha plus jamais un appareil. Il vit désormais dans une ferme isolée, à 60 km de là. Quand on lui demande ce qu'il a vu, il dit juste « C'était pas moi dans le miroir. C'était ce que je vais devenir. » Aujourd'hui, les gens viennent encore au miroir du diable. Ils prennent des photos, ils se penchent au-dessus de l'eau. Certains y voient des bulles, des reflets déformés, ou des ombres qui n'ont pas de source. Mais les anciens, eux, ne s'en approchent pas, et ils conseillent toujours la même chose. Ne regarde pas trop longtemps. Et surtout, ne fixe pas ton reflet dans les yeux. Toulouse, 1882. À cette époque, les faubourgs de la ville étaient encore faits de ruelles étroites, pavées d'irrégularités, où les réverbères vacillants laissaient dans l'ombre bien plus qu'ils ne dévoilaient. C'est là, entre les quartiers de Saint-Cyprien et de Saint-Michel, que commença à circuler une rumeur inquiétante. Tout avait démarré par une série de morts étranges. Des sans-abri, des prostituées, des marginaux retrouvés à l'aube, allongés dans des ruelles sombres, sans blessures apparentes, sauf 2 petites marques à la base du cou. La peau, froide comme la pierre. Le teint, livide. Les médecins parlèrent d'un virus, d'un empoisonnement peut-être. Mais les anciens, ceux qui connaissaient les histoires venues de l'Est, murmuraient un autre mot, vampire. Un commissaire de police du nom d'Étienne Ravanel, un homme rationnel et droit, fut chargé de l'affaire. Il enquêta pendant des semaines sans succès. Chaque victime semblait avoir été vidée de son sang, mais sans lutte, sans cri, comme si elle s'était simplement laissée faire. Une nuit, il décida de tendre un piège. Il posta discrètement des hommes dans les rues où les attaques avaient eu lieu. Il voulait attraper ce criminel qui effrayait la ville. Mais c'est lui qui vit la chose en premier. C'était dans une venelle derrière le quai de Touny. La lune était pleine, la Garonne coulait en silence. Il aperçut une silhouette penchée sur une jeune femme au sol. Il dégaina son arme, s'approcha lentement. La silhouette se tourna alors vers lui. Ce qu'il vit ne ressemblait pas à un homme. Plutôt à une créature. De grande taille, très mince, avec des yeux noirs d'encre et une bouche déformée par 2 crocs pâles, comme ivoirins. Son teint était blême, mais ses mouvements étaient d'une rapidité surhumaine. En un souffle, la chose disparut dans l'ombre des toits. Le commissaire Ravanel ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait vu. Mais il fit clore l'enquête et laissa entendre que le danger était passé. Peu après, il quitta la police, changea de nom et partit vivre dans les Pyrénées. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais en 1933, un ouvrier toulousain rénovant une vieille bâtisse rue des Filatiers tomba sur une pièce cachée entre 2 murs. À l'intérieur, un vieux cercueil, vide. Et sur le sol, des dizaines de coupures de journaux parlant des meurtres de 1882, soigneusement découpés et rangés dans un coffret. Le propriétaire de l'immeuble disparut quelques jours après, sans laisser de traces. Depuis, certains parlent d'un vampire endormi, d'une créature tapie dans les veines sombres de Toulouse,
qui ne se réveille que lorsque la ville oublie. Et chaque fois qu'un corps est retrouvé sans explication, dans une ruelle ou sur les bords de la Garonne, il y en a toujours un pour chuchoter. Il est revenu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.